Bon jeudi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase en format estival, format 30 minutes. Yannick Lévesque et Stéphane Leroux qui vous accompagnent aujourd'hui. Notre collaborateur invité sera Éric Leblanc. Je vous rappelle que On Jase, format régulier, revient à l'antenne de RDS à compter de ce lundi 9 septembre sur le coup de midi. Martin Lemay qui sera de retour à mes côtés dès lundi. Salut Stéphane, comment vas-tu? Salut Yannick, et toi, ça va bien? Ben oui, ça va super bien, super bien. Il fait beau. Est-ce que c'est une belle journée aujourd'hui, là? Dans la région de Montréal, en tout cas, je ne sais pas les gens où ils sont en nous regardant ou peu importe dans le monde maintenant avec le web et tout ça, mais c'était vraiment magnifique pour frapper la petite balle de golf et je suis allé jouer au golf, Yannick, je fais une petite parenthèse, je ne veux pas, mais avec notre maintenant ex-collègue Marc Labrec qui, on le sait, a annoncé sa retraite Ben oui. au mois de juillet dernier, l'été dernier. En tout cas, je me tentais de passer un petit peu de temps avec lui aujourd'hui. Il va très bien. Alors, tout se passe bien pour lui, puis on a vraiment eu une belle journée. Alors, je fais la parenthèse et je salue le collègue Marc Labrec et Max Morin qui Ben était oui. avec nous aussi, notre producteur du 5 à 7. Alors, on est presque prêt là, pour reprendre les émissions. Ça revient bientôt. Là, on s'est amusé, mais on a beaucoup parlé du travail aussi là, pendant cette ronde de golf-là. Ah, c'est normal, c'est correct. Quand trois gars de la job ensemble, ben, à un moment donné, ça parle de Ben RDS, oui. c'est certain. D'ailleurs, je te disais qu'on jase revient lundi prochain, mais les autres émissions, 5 à 7, entre autres, l'antichambre, tout ça va Le recommencer 16. dans la semaine du 16 septembre. Donc, Ouais. On beaucoup commence avec d'activités le sur tournoi de les golf du ondes. Canadien, en fond. Ben oui, c'est le 16. Donc, c'est la journée du tournoi de golf que tout le monde rentre en classe de façon officielle. Nous, on va devancer un petit Exact. peu la semaine prochaine. OK, on va aller retrouver notre collègue Éric Leblanc du RDS.ca qui, lui, est très affairé aujourd'hui. Il n'est pas en vacances loin de là parce qu'on le retrouve en direct de l'hôtel Delta au centre-ville de Montréal puisqu'il y aura un point de presse de Mathieu Betts et on va en parler un peu plus tard. Mathieu Betts des Lions de la Colombie-Britannique qui va s'adresser aux médias dans les prochaines minutes. Donc, Éric a quand même accepté de participer avec nous à l'émission, même s'il est un petit peu occupé. Comment vas-tu, Éric? Ah, super bien, puis je suis vraiment content d'avoir des nouvelles de Marc Labrec. C'est un chic type que j'ai beaucoup Ah, aimé. mais oh oui, Mazan, Marc, c'est la grande classe, la grande classe. On le salue d'ailleurs. Éric, on va parler dans ce premier segment, on va parler de hockey et par la suite, un peu plus tard à l'émission, on va parler de football, évidemment, les Alouettes qui, demain, on a parlé un petit peu avec Mathieu Proulx hier, mais demain, les Alouettes vont accueillir les Lions de la Colombie-Britannique au stade Molson, donc on va en reparler un peu plus tard, mais débutons avec le hockey. Il y a plein de petites nouvelles, on va parler du Canadien également, on va parler de quelques joueurs du Canadien. Mais cette semaine, il y a quand même eu une grosse nouvelle. On n'a pas eu le temps nécessairement d'en parler plus en détail, mais tu viens de nous en parler. C'est une grosse signature de contrat du côté des Oilers d'Edmonton, Leon Draisaitl, qui va demeurer avec la formation albertaine, en tout cas à tout le moins, à moins qu'il soit échangé pour les 8 prochaines saisons. Oui, c'est énorme, là. Et évidemment, quand on accorde un contrat à 14 millions par saison, ça change une structure salariale et c'est là que c'est tellement important pour la suite des Oilers parce que c'était un contrat qui était attendu, mais c'est surtout attendu pour les prochaines étapes. Et là, évidemment, je fais référence au prochain contrat de Connor McDavid. Il lui reste 2 ans à son pacte. Et là, si on se projette un peu dans l'avenir, on peut penser qu'il va toucher autour de 16-17 millions, surtout que le plafond va monter un peu dans les prochaines années. Et là, il faut commencer à faire des calculs, là, parce que si on était, disons, à 17 pour Connor McDavid, 14 Draisaitl, 9 Darnell Nurse, peut-être 10 Evan Bouchard, les gars, on se retrouve à 50 millions pour 4 joueurs par année. Là. Je comprends que le plafond va monter, mais disons qu'il va plus rester des miettes pour le reste de l'équipe. Ça met beaucoup de pression pour la suite des choses pour les Oilers. Il faut gagner dans les prochaines années. Après ça, évidemment, il va y avoir un ménage qui sera essentiel parce que ça fonctionnera juste plus au niveau des chiffres. Là. C'est sûr que Darnell Nurse, ça fait mal, surtout qu'on a vu l'utilisation dans les dernières séries éliminatoires. Quand on parle de mauvais contrats, des fois à Montréal, on nomme le contrat de Gallagher, on nomme le contrat de Josh Anderson des fois, mais le contrat de Darnell Nurse, ça fait vraiment mal. En tout cas, on verra ce que les Oilers, comment les Oilers vont s'en sortir. Tout dépendra où sera rendu le plafond salarial parce que c'est un pourcentage. On ne peut pas donner plus que ces 17 % à un seul joueur. Là. Alors, on verra McDavid à ce moment-là où il en sera. Si on vient chez nous, Éric,
il y a un buzz, puis moi je l'aime beaucoup, Lane Hutson. Il y a un buzz avec Lane Hutson en ce moment. On sait que dans les dernières heures, là, il a fait partie des recrues qui sont allés à Washington là, pour représenter le Canadien là, dans une promo qu'il y a à chaque année avec des futurs vedettes de la Ligue nationale. Lui, Logan Mailloux était là. Mais je pense qu'on en a beaucoup pour Lane Hutson et on parle beaucoup plus dans son cas, en tout cas ce que j'entends, ce que je lis, on parle beaucoup plus du Canadien que de Laval dans son cas. Tu sais, l'an passé, Mailloux, il n'était pas vraiment question du Canadien. On disait ça va être Laval, puis c'est correct, il n'a pas joué beaucoup. Dans le cas d'Hudson, on dirait que l'option Laval, peut-être qu'on va la skipper, là, passez-moi l'expression, puis on va aller direct avec le Canadien. Ça va jouer au camp d'entraînement. Oui, je partage absolument cet avis-là parce que, tu sais, on s'entend, les gars, les deux joueurs, là, Hudson et Mailloux, ne sont pas équipés de la même façon, que ça soit au niveau de la vision du jeu ou du physique. Et je m'imagine mal un Lane Hutson s'en aller directement dans la Ligue américaine avec le physique qu'il a présentement. Ça serait quand même risqué. On le sait, là, c'est un style qui est complètement différent. Lui, il a besoin que ses partenaires comprennent ce qu'il va faire sur la patinoire. Je m'imagine une séquence que Lane Hutson voit un jeu devant lui, veut faire une passe à un coéquipier du Rocket qui malheureusement comprend pas ses intentions. Le jeu reste dans la zone défensive. C'est là que Lane Hutson devient fatigué, encaisse une grosse mise en échec. Ça pourrait faire très mal. Personnellement, je regarde la situation. Je me dis que le Canadien a fait un scénario semblable avec Juraj Slafkovský, c'est-à-dire de le garder à Montréal, de le développer avec les meilleurs spécialistes de l'organisation, pouvoir le suivre pas à pas dans sa progression, vraiment lui apprendre les étapes là, du circuit Bettman. Je vois plus un scénario comme celui-là pour Lane Hutson. Stéphane, je me souviens, on était ensemble, on était allé le voir au Vermont. C'est un magicien sur la glace, là, franchement. Il fait des petits détails, puis j'ai l'impression que les gens à la maison ont vu son talent en général, mais ont peut-être pas remarqué tous les petits détails qu'il est capable de faire. Et moi, c'est ce qui me laisse croire qu'il est capable, dès maintenant, de jouer dans la Ligue nationale, parce qu'il peut vraiment se dégager en faisant juste des petits gestes qui sont très, très subtils, là, de pousser une rondelle de quelques centimètres pour aller la récupérer, d'attaquer un adversaire avec un angle différent. C'est carrément un magicien, puis moi, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire dès le début de la saison. Peut-être que ça impliquera une rotation, parce qu'évidemment, il y a plusieurs défenseurs dans l'équation. Peut-être que le Canadien choisira de commencer l'année avec 8 défenseurs et de partager un peu le temps de glace selon les rencontres. Mais clairement, il a tout le talent pour faire ça. Pour les gens, puis je sais que vous deux, vous le connaissez bien, là, mais pour les gens qui le connaissent, on l'a vu brièvement à Montréal l'an passé, mais vous l'avez vu jouer un peu plus. Le comparatif, je sais que Steph en a déjà parlé, mais pour le bénéfice des gens qui nous regardent en ce moment, là, est-ce qu'il y a un comparatif sans tomber dans le jeu des comparaisons? Là, des fois, c'est dangereux, c'est un jeu dangereux, mais avec un défenseur actuel ou du passé dans la Ligue nationale, concernant Lane Hutson. Juste pour situer les gens un peu. Steph, on va commencer avec toi. Je veux t'entendre là-dessus, parce que je sais que tu l'as vu jouer beaucoup, puis Eric pourra enchérir. Adam Fox, c'est le nom qu'on associe souvent à Lane Hutson. L'an passé, quand je suis allé le voir pour des reportages, j'avais discuté avec Jay Pandolfo, qui était son entraîneur à l'université, et puis c'est le nom qu'on a sorti. Évidemment, là, on va voir les statistiques. Est-ce qu'il va faire les mêmes chiffres que Adam Fox a fait? Ça reste à voir. Faut jamais, tu sais, le jeu des comparaisons, il est toujours difficile parce que les gens voient, tu mets un nom à côté d'un futur joueur, tout de suite, les gens tapent sur l'ordinateur, vont voir les statistiques du gars, puis s'attendent à ce qu'il fasse la même chose. Il ne fera pas nécessairement la même chose, mais c'est dans ce genre de joueur-là, c'est dans ce style de joueur-là. Évidemment, les gens ont parlé d'un certain Cale Makar aussi. Makar, la barre est haute, évidemment, là, mais si on y va avec un Adam Fox, je pense que c'est une belle comparaison. C'est pas un partisan du Canadien qui dit ça ou un journaliste qui veut mousser le Canadien, parce que souvent, quand on fait ça, on voit les commentaires qui sortent par la suite sur les articles ou les reportages, puis ça dit « Bon, encore une fois, on y met de la pression, laissez-le arriver, c'est pas Bobby Orr. » Hey, c'est pas nous qui disons ça. C'est l'entraîneur qui l'a dirigé, qui le côtoie depuis quelques saisons, qui l'identifie. Et cet entraîneur-là, c'est un gars qui a joué dans la Ligue nationale, Jay Pandolfo. Il doit savoir de quoi il parle. C'est pas un partisan du Canadien, Jay Pandolfo. Puis si tu me permets, je vais faire le parallèle. À l'époque, lorsque Tony Granato dirigeait Cole Caulfield à l'Université Wisconsin, c'est Granato qui disait de Caulfield, je ne serais pas surpris qu'un jour, il compte 30 buts par saison pendant 10-12 ans de suite dans la Ligue nationale. C'est pas arrivé encore. Ça aurait pu arriver, le 30 buts. Il y a eu la blessure il y a 2 ans, puis tout ça.
On ne sait pas. Mais quand on dit ça, nous, le journaliste, là, on rapporte ce que l'ancien joueur et le coach dit. C'est pas Stéphane Leroux ou Éric Leblanc ou peu importe qui dit il va faire ça, puis on y met de la pression dessus. Alors, pour répondre à ta question concernant Hudson, je pense qu'Adam Fox, en ce moment, c'est le meilleur comparable qu'on peut peut-être donner pour le style de jeu que pratique ce futur défenseur du Canadien. Et moi, j'ai dit à l'antichambre l'an passé, et j'ai pas peur de réitérer cette déclaration-là, je pense que si on refaisait le repêchage où Lane Hudson était disponible, je pense que non seulement il sortirait en première ronde, mais je pense qu'il sortirait top 10. On verra bien là, ce que ça va donner dans les prochaines années. Mais en ce moment, quand on regarde ce qui s'en vient, puis le court échantillon qu'on a vu dans les 2 derniers matchs, moi, je ne m'inquiète pas trop pour lui. Éric, je ne sais pas ce que tu en penses. Je m'inquiète pas du tout. Puis en fait, tu sais, je te rejoins sur ces points-là. Quand les entraîneurs au niveau universitaire sont capables puis osent aller faire des prédictions puis des comparaisons comme celle-là, c'est parce qu'ils sentent aussi que ces athlètes ont la confiance pour être capables de se rendre à un très haut niveau. Lane Hudson, là, ça le dérange pas du tout de se faire comparer à Adam Fox, à Cale Makar, à Quinn Hughes, à Samuel Girard, peu importe. Lui, il sait qu'il a le talent pour jouer dans la Ligue nationale. Le gars, il mange du hockey. Il sait qu'il est plus petit, c'est sûr, mais il réalise aussi qu'il a le talent puis qu'il est capable d'accomplir les mêmes choses qu'eux et peut-être même plus. Là. Cette année, il a fait des petites pièces de magie, là, glisser sur la ligne bleue, se moquer de certains adversaires quand tu commences dans la Ligue nationale, foncer vers le filet, se retrouver profondément en zone offensive. C'est assez exceptionnel quand tu commences, quand c'est tes premiers pas. C'est un baptême là, qui est vraiment digne de mention. Mais l'eau à la bouche. Ouais. Effectivement. En tout cas, on va voir. Ça va être intéressant, c'est sûr. Est-ce qu'il y a de la place pour lui et Mailloux dès cette année à temps plein dans la Ligue nationale? On sait qu'il y en a qui sont partis. Est-ce qu'on va créer assez de place pour eux? On verra. Ce sont les performances qui vont faire foi de tout. Mais c'est le fun. Il commence à rentrer. La banque d'espoir dont on parle depuis quelques années, là, ça commence à arriver. Puis il y en a qui arrivent avec le Canadien. Hudson, Mailloux, puis il y en a qui arrivent à Laval aussi. Là. Owen Beck va arriver à Laval, Philippe Méchard va arriver à Laval. On a eu un petit échantillon l'an passé de Florian Jacquet qui va être là. On a eu un petit échantillon de Luke Tuck qui va être là. C'est tous des gars qui arrivent à Laval cette année. Ça va être vraiment le fun les matchs du Rocket qu'on va reprendre également à la mi-octobre. Hey Eric, parmi les autres nouvelles, on a parlé un peu de hockey féminin au cours des dernières heures aussi. On a appris que ça me tanne un peu, j'ai hâte qu'on règle ça, là, mais les 100 noms de Montréal, là, parce que les équipes n'ont pas de nom encore, là, je tanne un peu avec l'équipe féminine de Montréal, là, j'ai hâte qu'on les appelle quelque chose, mais vont jouer à la Place Belle à Laval, et pour travailler à la Place Belle 30-35 soirs par année, là, c'est fabuleux comme endroit, puis tant mieux pour eux, sans rien enlever à l'Auditorium de Verdun que je connais depuis très longtemps. Je pense qu'à Laval, là, c'est pas mal plus au goût du jour que l'Auditorium de Verdun. Puis là, ben, les filles vont avoir la chance de jouer là devant, on l'espère, de bonnes foules. Oui, assurément, c'est un environnement de rêve jouer à la Place Laval. L'an dernier, il y a quand même eu 3 de leurs 6 matchs qui ont été présentés devant une salle comble, au-delà de 10 000 spectateurs. Le Rocket a fait ses preuves, est capable d'attirer. Je suis sûr que l'équipe féminine peut en faire autant. Ce qu'on m'a raconté là, dans les derniers jours, c'est que l'an dernier, durant leur première saison, il y a quand même beaucoup de gens qui s'étaient inscrits sur la liste d'attente pour les billets de saison. Et c'était rendu trop difficile de remplir là, à la demande. Et ce déménagement, si on peut le dire ainsi, là, à la Place Belle était devenu nécessaire pour être capable de combler les amateurs. Puis on sait à quel point que les revenus des billets de saison, ben c'est crucial pour une organisation sportive. Ça assure une stabilité, une longévité. C'était tout simplement naturel de s'en aller là-bas. J'ai déjà hâte là, d'aller voir les filles jouer des matchs devant des gradins remplis. Moi, j'ai amené mes enfants au Centre Bell pour voir le match de hockey féminin, puis je vais le faire aussi à la Place Belle parce que c'est un spectacle qui vaut vraiment la peine. D'ailleurs, on aura l'occasion, nous, à On Jase la semaine prochaine, d'en discuter avec Karel Aymar. Elle sera avec nous mercredi vers 12h30. Donc, ça va être intéressant de pouvoir discuter de ce déménagement, on peut appeler ça comme ça, officiel du côté de la Place Belle pour l'équipe de Montréal. J'ai hâte que, moi aussi, je suis comme Stéphane, j'ai hâte qu'on donne un nom à cette équipe-là. J'imagine que ça va venir bientôt, dans les prochaines semaines. Messieurs, on va s'arrêter quelques instants. On doit aller du côté de la pause et au retour, ben, on va parler un peu de football. On va parler de Mathieu Betts. On va parler des Alouettes de Montréal. On jase se poursuit sur les ondes de RDS. Le sous-titrage vous est présenté par Golf Town. Venez faire les 400 coups avec nous.
Nous sommes de retour à On Jase, édition du 5 septembre. Yannick l'a dit en début d'émission, la formule habituelle va revenir à compter de lundi avec Martin Lemay et Yannick sur l'heure du midi en direct. Nous, on est en forme estivale. Ça se termine demain. Demain, Yannick sera avec André Roy pour compléter la semaine. On a parlé de hockey dans la première portion. On va maintenant parler de football. On l'a fait hier avec Mathieu Proulx. C'est le début de la saison de la NFL ce soir. On en a glissé un mot hier. Mais c'est aussi, évidemment, la suite de la saison dans la Ligue canadienne. Les Lions de la Colombie-Britannique sont en ville. C'est un bon test pour les Alouettes qui ont 10 victoires et 1 défaite. Mathieu Proulx nous le disait hier. Et moi, pendant quelques années, Éric, ma vie m'a emmené souvent à Québec et j'allais voir les matchs du Rouge et Or. Et Mathieu Betts, c'était quelque chose à voir quand tu allais voir le Rouge et Or. Les sacs du corps que ce jeune homme-là faisait, c'était évidemment probablement le joueur le plus spectaculaire, pas seulement du Rouge et Or, mais probablement de la Ligue universitaire québécoise au complet. Il a été au camp des Lions de Détroit, ça n'a pas fonctionné. Il est de retour, tu vas le rencontrer d'ailleurs. C'est un bonhomme spécial, Mathieu Betts. C'est vraiment un joueur qui... peut-être qu'il manque quelque chose pour la NFL, on verra là, dans les prochaines années, mais au niveau canadien, là, c'est un joueur spécial. C'est une machine de football, tu as vraiment raison. Puis c'est aussi un homme extrêmement intelligent. C'est pour ça qu'il se démarque autant. Il y a la combinaison là, des deux ingrédients sur un terrain de la Ligue canadienne de football. C'est magnifique de le voir aller. Tu sais, j'ai énormément de respect là, pour les joueurs de ligne offensive des Alouettes de Montréal, pour leur entraîneur aussi, Luc Brodeur-Jourdain, mais je pense que ça va être complexe d'arrêter Mathieu Betts qui s'en vient jouer à Montréal alors qu'il vient juste de revenir dans la Ligue canadienne de football. Dès son premier match, il est allé chercher un sac contre Ottawa. Je l'imagine s'amuser encore un petit peu contre les Alouettes. Il vient pas souvent jouer à Montréal, dans son coin de pays. Ça risque d'être tout un défi là, pour l'équipe montréalaise. Mais quand même, avec un dossier de 10-1, là, les Alouettes peuvent se permettre là, de tenter des choses, peut-être d'envoyer un 6e joueur sur la ligne de mêlée pour protéger un peu plus Cody Fajardo. J'ai hâte de voir le jeu de stratégie là, qui va opérer vendredi soir pour ce duel-là. Mais franchement, moi, je vais surveiller Mathieu Betts très attentivement. Puis j'ai hâte là, de rencontrer ce joueur-là, de lui poser plein de questions sur son aventure dans la NFL, qui est quand même passé très proche avec les Lions de Détroit. Quand tu joues dans ton équipe, il est le fun d'avoir joué. Quand tu joues contre ton équipe, il est moins le fun d'avoir joué. Quand tu regardes ça avec l'œil d'un partisan, mais c'est tout un athlète, effectivement. D'ailleurs, j'invite les gens là, qui pourront voir ton reportage et le lire également sur le rds.ca suite à ta rencontre avec Mathieu. Revenons aux Alouettes un peu. Là, il y a quand même quelques joueurs blessés qui sont sur le point de revenir. Il y aura de grandes décisions à prendre pour Jason Moss. Mais là, cet après-midi, on a appris une bien mauvaise nouvelle. Austin Mack qui a été placé sur la liste des joueurs blessés pour les 6 prochains matchs. Ça, c'est quand même une grosse perte. Là, les gens vont dire « Ouais, mais il n'était pas là, puis on gagnait pareil. » Sauf que c'est un élément clé dans ta formation là, qui ne sera pas disponible pratiquement jusqu'aux séries. Ben c'est ça, c'est que ça fait mal parce qu'en début de semaine, on était à l'entraînement, on voyait tous les gars qui se pointaient sur le terrain, qui s'approchaient d'un retour. Tyler Snead devrait être là la semaine prochaine. Keon Julian Grant, soit la semaine prochaine ou la suivante. Pour Phil Potts, ça sera plus vers la fin de la saison, peut-être pour les éliminatoires. Mais là, tout allait bien. Et là, boum, hier, en fin d'entraînement, Austin Mack est retombé sur sa cheville gauche d'une façon un peu inorthodoxe. Et malheureusement, le verdict est tombé aujourd'hui. Là, une absence qui devrait durer 6 semaines. Ça fait très mal, surtout pour le moral de l'équipe, parce que les blessures se sont accumulées toute l'année. Je comprends, là, ils ont réussi à gagner dans ce contexte-là, mais ça reste que ça en fait beaucoup au total. J'ai hâte de voir la réponse de l'équipe. Je sais que c'est possible de gagner sans lui. Tu l'as dit, Yannick, ils l'ont prouvé. C'est une évidence. Mais moi, Austin Mack, je le vois comme un pilier, comme un gars qui transporte l'équipe. Et là, on arrive au moment de la saison où le jeu se corse, où vraiment il faut s'élever au-delà des adversaires et la blessure arrive à ce moment-là. Déjà que le test contre les Lions s'annonçait vraiment immense. En fait, je sais que les Alouettes sont une équipe de caractère, mais je veux voir leur caractère ressortir encore une fois vendredi soir pour compenser un peu la perte d'Austin Mack. Tu parles de caractère, Éric. On parle de Davis Alexander. C'est pas facile pour lui. Là. Il a eu la douleur de perdre son père dans les derniers jours et il faut justement que, comme on dit, la vie se poursuit. Là, et tu l'as rencontré. Je pense que tu as eu la chance d'échanger avec lui quelque peu. Là.
Oui, c'est ça. C'est que mardi, j'ai quand même eu l'occasion d'être le premier à lui parler de ce sujet délicat. Évidemment, je lui ai demandé avant l'entrevue s'il était à l'aise d'en parler. Il a accepté. Il faut savoir que Davis Alexander, c'est un gars adorable, une personnalité extrêmement attachante. Pendant qu'il attendait de pouvoir jouer durant les 2 dernières années, il avait toujours le sourire accroché au visage. Il faisait du temps supplémentaire pratiquement chaque jour. C'est fascinant de le voir aller. Et c'est que là, durant la blessure de Fajardo, il entre en scène, il mène l'équipe à des victoires. Et finalement, on apprend qu'il fait tout ça pendant que son père est en train d'essayer de survivre à un cancer terrible, un cancer du poumon qui malheureusement s'est terminé. La semaine dernière, ça a été le dernier souffle de son père. Et quand je parlais avec Davis Alexander, il avait les yeux rougis, là. Il voulait penser au beau moment que son père avait passé avec lui. Il se souvient de ses années dans sa jeunesse à jouer au baseball, que son père était son entraîneur. Pour lui, c'est les plus beaux moments qu'il a en tête. Évidemment, quand il a pu jouer dans les dernières semaines, son père était encore en vie. Il n'avait peut-être pas la pleine conscience là, de tout ce qui se passait sur le terrain, mais il était quand même au courant que son fils avait enfin réussi à jouer, à mener les Alouettes à des victoires. C'est vraiment toute une épreuve de vie. Et l'entraîneur-chef des Alouettes, Jason Moss, a voulu aussi saluer le courage, le dévouement de Davis Alexander. Parce qu'à 25 ans, c'est quelque chose, tu sais, de vivre une épreuve comme celle-là, mais de composer avec ça aussi bien, d'être capable de partager son temps avec sa famille, avec son père, mais également avec son équipe, c'est absolument admirable. C'est lui qui a tenu à revenir avec l'équipe dès lundi soir. Il a seulement manqué un entraînement. Il faut vraiment lever notre chapeau à un jeune comme ça. C'est beau à voir, puis c'est aussi très inspirant pour la suite parce que justement, là, je reviens au point de départ, c'est que ça démontre tout son caractère et sa volonté là, de jouer au niveau professionnel. Tout à fait, et nos pensées l'accompagnent évidemment, puis c'est là qu'on voit la force de caractère d'un athlète dans des moments comme ça, donc on lui lève notre chapeau. Éric, il nous reste à peu près 1 minute et demie. S'il y a une des lacunes que les Alouettes doivent corriger et je dirais même faire attention, c'est d'éviter de jouer du football de rattrapage, puis c'est ça qu'on a vu dans les derniers matchs, donc là on travaille pour combler un peu cette facette du jeu qui a fait défaut. Exact, parce que c'est arrivé quand même quelques fois que les Alouettes ont dû revenir de l'arrière en deuxième demi. Il y a du positif puis il y a du négatif dans tout ça. Évidemment, le positif, c'est que les Alouettes ont été capables de faire les remontées et de tenir le coup en fin de rencontre quand les équipes essayaient eux aussi de reprendre les devants. Ça l'a failli flancher au dernier match contre Edmonton, mais les Alouettes ont encore trouvé le moyen de l'emporter. Le côté négatif, c'est que là, toutes les équipes sont en train de pousser pour devenir au sommet de leur art en vue de la fin de la saison. Les Alouettes peuvent pas se permettre là, de laisser les équipes prendre les commandes dans un match aussi régulièrement. Je sais que Jason Moss disait, regardez, là, les matchs dans la Ligue canadienne, ça se termine presque tous dans les dernières minutes, souvent sur la dernière possession. Moi, ce que j'aime, c'est que mon équipe a été capable chaque fois de l'emporter. Mais je sentais quand même que l'entraîneur, là, en dedans de lui, souhaite vraiment que son équipe prenne les devants plus souvent. Bon, on va voir. Mark Trestman disait à l'époque 59 plus 1, 57 plus 3 ou 59 plus 1, c'est quoi qu'il disait? 57 plus 3, exactement. C'est ça, ça se réglait souvent à la fin, mais t'es peut-être plus de pas toujours attendre à la fin. Nous, on approche de la fin aussi. Là. Oh, exactement. Hey, Éric, un gros merci de ta participation. Stéphane, merci beaucoup également pour ton travail au cours des 2 dernières semaines. On se retrouve demain. Bye-bye.